Oh là 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 là, le chapitre 20 de Boruto Double Vortex est sorti. Je veux le chapitre 21, je le veux tout de suite les potos. Venez, on appelle Kishimoto, c'est pas possible qu'on attende un mois là, c'est pas possible. Bon, le chapitre 20 les potos, il y a pas mal de choses à analyser. Du côté de Konohamaru et de Matsuri, mais aussi du côté de l'affrontement contre Ryu bien sûr. Le chapitre est confronté sur ces deux fronts avec quelques apparitions de Jura qui décidément est vraiment super intelligent. Et en soi, on pourrait considérer qu'il n'y a pas grand chose qui se passe dans le chapitre, mais vous verrez si on analyse bien, il y a quand même beaucoup de trucs à dire. Ensemble, on va regarder ça de plus près et j'espère que vous allez kiffer. En attendant, je compte sur vous pour donner un big power up à cette vidéo en lâchant un maximum de pouces bleus. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien, à vous abonner en activant la cloche pour recevoir les notifs. C'est parti, les potos. La couverture de ce chapitre est magnifique. On a un Konohamaru ultra stylé et surtout, regardez cette phrase. En raison de l'amour. Et là, rien qu'en regardant la couverture, on se dit en raison de l'amour quoi? En raison de l'amour, Matsuri va épargner Konohamaru? En raison de l'amour, Konohamaru va tuer Matsuri parce qu'il veut sauver Moigi, celle qu'il aime? Eh bien, que nini les potos, rien du tout, rien de tout ça, vous allez voir. Et cette phrase-là, si tu es un homme, traverse cette épreuve sanglante. En vrai, Kishimoto et Ikemoto, ils sont super forts pour les titres. Parce que là, mine de rien, ils nous teasent, mais sans en dire trop, et quand on lit le chapitre, on a un sacré plot twist auquel on ne s'attendait pas, vous allez voir. Donc on a un Konohamaru qui est prêt à se faire becter par Matsuri, parce que oui, elle est vénère, faut dire ce qui est. Il se rappelle alors ce que Shikamaru lui a dit, et tente d'amadouer la Shinju en lui sortant des bails, tu aimes discuter avec moi, donc si tu me manges, eh ben tu pourras plus discuter avec moi, donc tu seras triste. Sauf que ça marche pas du tout. Matsuri, elle est encore plus vénère et en fait, elle a vraiment envie de le becter. Elle a vraiment pas apprécié ce qui s'est passé juste avant. En voyant juste ces quelques pages, moi, je me suis déjà posé une question. Comment Matsuri compte s'y prendre pour dévorer Konohamaru? Parce que là, la seule chose qu'on voit, c'est que Konohamaru est pris dans les tentacules de Matsuri. On le voit saigner, hein, on voit du sang qui sort de sa bouche, mais mis à part ça, on comprend pas trop pour le moment. Déjà, le fait de le voir saigner, moi, à première reprise, j'ai pas trop compris pourquoi il saignait de la bouche. Après, c'est dans l'image qui suit après qu'on comprend que là, bon, il y a quand même les tentacules de Matsuri qui sont en fait du Mokuton, quand on regarde bien, qui sont en train de le transpercer. Hein. Elle rentre dans son corps, elle rentre dans son visage. Donc oui, là, je comprends mieux pourquoi Konohamaru est en train de saigner. Maintenant, je ne comprends pas encore le procédé chimique de Matsuri qui est en train de manger Konohamaru. Mais de le manger comment en fait? Parce que ces tentacules, je vous ai dit, rentrent dans le corps de Konohamaru, mais en dehors de ça, je capte pas trop. Enfin, je captais pas trop. Parce qu'après, je me suis un petit peu plus penché sur le sujet et là, j'ai capté. Si on regarde comment Hidari s'y prenait pour dévorer Sarada, c'était un petit peu la même chose. Il l'avait pris dans son bras et en gros, il était un peu en train de l'envelopper, de l'engloutir dans son bras. C'est comme une sorte d'absorption en fait. Le corps des Shinju enveloppe les cibles et en gros, il les engloutit en gros, petit à petit, jusqu'à ne faire qu'un. Du côté de Ryu, Araya tente de se protéger comme il peut avec une technique, mais Ryu est trop puissant et arrive à le repousser. Mitsuki intervient alors et là, on a la page du Lix, les potos, la fameuse page où on voit Mitsuki attaquer Ryu à plusieurs reprises avec des serpents de Raiton en mode Senin des serpents, bien évidemment. Et cette fameuse page qui nous a quand même un petit peu hypé parce qu'on s'est dit bon Mitsuki là ça y est, il est là le gars. Il va enfin montrer de quoi il est capable. Non, pas du tout. Mitsuki tente alors d'attaquer Ryu et Ryu qui est très intelligent prend Araya avec son sable et se sert de lui comme bouclier. Bien évidemment Mitsuki stoppe son attaque parce que sinon il allait frapper son allié et à ce moment-là Ryu contre-attaque et frappe Mitsuki gravement. Je pense que l'impact est assez puissant parce qu'on voit Mitsuki est propulsé en arrière et il perd son mode Senin. Tout simplement. Bon là les potos, il faut dire quelque chose. Moi, je suis déçu. Je m'attendais à quelque chose de plus important de la part de Mitsuki. Je me suis dit, il va enfin nous montrer de quoi il est capable. Le gars, ça fait 3 ans qu'on l'a pas vu. Il y a eu l'ellipse. Il a le mode Senin des serpents. C'est le fils chimique de Orochimaru. Il va nous montrer de quoi il est capable. Ça y est, c'est tout. Il ne nous montrera rien de plus dans ce chapitre. Il s'est fait balayer en 2 pages. Sa technique Raiton est complètement inutile. Moi, je vous avais dit dans différentes vidéos, pour ceux qui les ont vues, je vous avais dit, je pense que le Raiton de Mitsuki, c'est là, peut-être la botte secrète pour battre Ryu parce que l'électricité est puissante contre le fer. Non, je me suis complètement planté. Enfin, en soi, j'ai pas tout à fait tort, mais les auteurs n'ont pas choisi cette direction-là et Mitsuki, c'est tout en fait. Leur son Raiton est totalement inefficace. Et le truc qui me déçoit d'autant plus de la part de Mitsuki, c'est que, à part ces serpents d'électricité qui attaquent, en fait, il ne nous montre que ça. Déjà, dans les chapitres précédents, lorsqu'il a affronté Boruto, il avait utilisé les mêmes techniques. Et en fait, on a l'impression qu'en dehors de ça, il ne sait faire rien d'autre. Et c'est ça, je trouve, surtout, qui est le plus décevant de la part de Mitsuki. Donc là, déception, les potos.
déception, tout simplement. Je suis déçu. Après, peut-être que les auteurs ont décidé que c'était pas dans ce combat-là qu'il devait briller, et donc peut-être que Mitsuki, dans les futurs chapitres, nous montrera d'autres techniques, d'autres bottes secrètes, une puissance un peu qu'il n'a pas encore utilisée jusque-là, mais honnêtement, j'en doute fort étant donné que Mitsuki n'est la cible d'aucun Shinju. Après, on n'est pas à l'abri de renversement de situation ou de rebondissement dans l'histoire. Mais je vous avoue que je le sens de plus en plus mal par rapport à Mitsuki, je suis pas sûr qu'on en voit beaucoup plus. Après, pourquoi Mitsuki ne brille pas contre Ryu? Il y a peut-être une autre raison, peut-être parce que c'est un autre personnage qui doit briller. Oui, les potos, un autre personnage. Et oui, vous voyez que j'ai la hype, parce que vous savez de quoi je parle. Et oui, ce personnage va briller, on va en parler, vous allez voir. Du coup, Ryu prend Mitsuki et Araya en otage. Donc là, situation très délicate pour l'alliance Suna-Konoha. Il les contrôle avec sa Limai, il propose à Sarada de les épargner si cette dernière lui donne des infos sur Boruto. Et là, vraiment, j'ai adoré ce passage. Je l'ai trouvé vraiment super intelligent de la part des auteurs. Parce que Sarada se rappelle la discussion qu'elle a eue juste avant avec Sumire. Rappelez-vous, Sarada avait demandé des informations à Eida, des informations sur où se trouvait Boruto parce qu'elle voulait absolument venir en aide à Boruto. Sauf que Sumire était intervenu et lui avait dit, écoute, Sarada, si Boruto ne veut pas qu'on sache où il a sûrement de bonnes raisons, arrête de vouloir toujours tout contrôler, fais confiance à Boruto, respecte ses choix. Vous vous rappelez de ce passage-là? Et Sarada, qui était un petit peu estomaqué par la réaction de Sumire, qui d'habitude est d'un tempérament très calme, du coup s'était retenu, avait pris sur elle et finalement accepté le fait de ne pas savoir où se trouve Boruto. Et ce que j'adore dans ce passage-là, c'est que contre Ryu, qui demande des informations à Sarada sur Boruto, Sarada, en se rappelant ça, constate que son ami Sumire, elle avait raison en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment super bien fait, c'est vraiment très intelligent de la part de Kishimoto et de Ikimoto. Parce que là, de toute façon, elle avait décidé, quoi qu'il arrive, de ne pas donner d'informations sur Boruto. Mais même si elle le voulait, elle ne pourrait pas de toute façon donner des informations, parce que de toute façon, elle ne les a pas, ces informations. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que dans ce flashback, Sarada, en pensant à ça, elle avoue, elle reconnaît que Sumire, en fait, c'est elle qui avait raison. Yodo, par contre, elle, de son côté, elle s'en bat les steaks. Boruto, c'est un traître. Donc, pourquoi protéger Boruto alors qu'on a ses amis qui sont en propre danger? Donc, elle s'en bat les steaks, elle est prête à vendre sa mère, la meuf, pour sauver ses amis. Bon, prêt à vendre sa mère, j'abuse. Mais c'est parce que Yodo, elle m'énerve un peu. Je sais pas vous, mais elle m'énerve un peu, ce personnage. Donc, elle est prête direct à cracher le morceau sur Boruto pour sauver ses amis. Et en soi, ça peut être compréhensible. Elle tente alors de convaincre Sarada. Et là, chose intéressante, c'est que Yodo comprend le comportement de Sarada. En fait, Yodo, elle est un petit peu détestable, mais elle a une bonne capacité d'analyse et en plus elle a une faculté exceptionnelle qui est l'ouïe, mais vous verrez que cette faculté exceptionnelle qui est l'ouïe, enfin qu'on pensait être juste l'ouïe, va bien plus loin que ça. Elle nous le confesse un petit peu, elle nous explique pas trop pourquoi, mais on va en parler. Et donc Yodo comprend que Sarada a des sentiments pour Boruto, tout simplement parce qu'elle avoue qu'elle aussi ressent la même chose pour Shinki, donc elle se reconnaît en Sarada. Pauvre Araya. Yodo propose alors son aide à Ryu. Elle propose de se joindre à lui propose ses capacités pour retrouver Boruto si Ryu accepte de libérer ses amis. On retourne alors du côté de Konohamaru qui est toujours en train de se faire becter par Matsuri et là de nouveau, j'adore ce passage. Honnêtement, je trouve vraiment que l'intelligence de Kishimoto et de Ikimoto est incroyable dans le développement des choses, dans le retournement de situation, dans la compréhension des personnages, la complexité des personnages. Vraiment, je trouve ça vraiment très intelligent, vous allez voir. Konohamaru est en train de se faire transpercer de toutes parts par Matsuri, par ses tentacules. Et devant la souffrance de celui qu'elle aime, Matsuri pleure. Elle se met à pleurer involontairement et franchement, la subtilité de ce passage, la subtilité de ces prochaines pages dans le chapitre, elle est vraiment énorme. La Shinju ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne comprend pas quel est ce liquide qui sort de ses yeux. Forcément, elle ne sait pas, c'est la première fois que ça lui arrive, elle découvre, elle se découvre et franchement, sa réaction est très touchante, même si c'est une méchante. Sa réaction est vraiment très touchante. Konohamaru en profite alors et tente de l'adoucir en l'appelant par son prénom. Lorsqu'il dit son prénom, la Shinju est complètement déstabilisée. Et là, les potos, on bascule sur Jura qui, lui aussi, est en train de pleurer parce que Jura ressent ce que ressent Matsuri. Et vous allez voir que sa connexion et que sa compréhension des choses font de lui un être vraiment super intelligent et donc super dangereux. Hidari, par contre, qui est à côté, semble, lui, ne pas comprendre ce qui arrive à son chef. Est-ce que ça veut dire que seul Jura peut ressentir ce que ressentent les autres Shinju? Ou bien le Hidari qu'on voit n'est pas le vrai Hidari, mais bel et bien notre bon vieux Sasuke, en partie éveillé dans le Shinju? Ouais, je sais, j'insiste avec cette théorie, j'insiste, mais parce que c'est possible. Regardez, je vous promets que chacune des cases où Hidari apparaît, et je parle pas que de ce chapitre-là, je parle de toutes les cases où il apparaît dans tous les chapitres, toutes les cases peuvent nous laisser penser que cette théorie est possible, les potos. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que chacune des cases a une espèce de côté mystérieux à chaque fois. On voit un Hidari qui a vraiment à chaque fois une attitude étrange. Et à chaque fois, les auteurs nous mettent une petite bulle avec des points d'exclamation ou une petite bulle avec des points d'interrogation. Et on a à chaque fois ces cases, je vous disais, avec ces points d'exclamation, ces points d'interrogation, ces points de suspension, où on n'a pas forcément de mots. Alors je sais que Sasuke n'est pas d'un tempérament très bavard, je le sais, mais n'empêche que ces cases-là nous laissent penser qu'il y a quand même quelque chose d'étrange derrière à chaque fois les apparitions de Hidari. Alors c'est peut-être moi qui délire,
Possible, mais je vous promets que c'est quand même un petit peu bizarre. Ou bien il y a une autre chose, les auteurs font exprès et jouent de ça parce qu'ils veulent qu'on se fasse des films et ça se trouve il y aura rien du tout. Ou pas. À voir dans le futur. Toujours est-il que Konohamaru décide de profiter de la situation et de contre-attaquer. Enfin, je me suis demandé depuis le début du chapitre, pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, je vous disais Konohamaru il n'a que la tête d'emprisonné, il a les mains de libre. Matsuri a également la tête d'emprisonné, elle ne voit pas les mains de Konohamaru. Konohamaru va pas se laisser dévorer, il va quand même contre-attaquer, il a ses mains de libre, il peut faire des mandras, il peut faire des Rasengan, il peut faire ce qu'il veut. Et en fait, depuis le début du chapitre, on voit qu'il se laisse transpercer petit à petit en train de souffrir parce qu'on le voit crier à maintes reprises. Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait rien? Est-ce que parce qu'il avait déjà prévu d'essayer d'amadouer la Shinju ou parce que les consignes étaient de ne pas attaquer la Shinju tant qu'il ne l'avait pas amadoué? Mais en tout cas, je me suis quand même posé la question, est-ce que, en gros, Konohamaru, est-ce que tu vas te laisser mourir comme ça ou est-ce qu'à un moment tu vas quand même réagir? Eh bien, il réagit et il décide de contre-attaquer un petit peu plus subtilement que moi je l'aurais fait, j'avoue. Et là, suivez bien la subtilité de ce qui se passe, la nouvelle fois encore intelligence des auteurs, parce que là, franchement, les prochaines pages qui concernent Konohamaru et Matsuri, ce sont vraiment de petites pépites en termes de réalisation. Il demande à Matsuri de se tenir les mains un peu comme le ferait un couple. Matsuri, guidé par l'amour, accepte et prend les mains de Konohamaru. Là, on revoit les paroles de Shikamaru, une espèce de petit flashback où, vous rappelez-vous, Shikamaru donnait le plan à Konohamaru. Apprivoise-les, sympathise avec eux pendant que ces bêtes féroces sont encore jeunes et innocentes et 3 petits points. Là, on voit alors l'impact de ces paroles de Shikamaru sur Konohamaru. Il semble enfin prendre la pleine connaissance de ces paroles et il pulvérise les mains, puis les bras, puis une partie du corps de Matsuri grâce à un double Odama Rasengan. Et alors que Konohamaru était à 2 doigts de tuer la Shinju, on revoit en flashback la fin de la conversation entre Shikamaru et Konohamaru. Rappelez-vous ce passage, quand le 8e Hokage avait constaté que la résolution du jeune ninja avait vacillé au moment de trahir la Shinju. Et à ce moment-là, on voit que l'attaque de Konohamaru contre Matsuri s'arrête net. Cette page est super importante, les potos. Regardez les paroles de Shikamaru. Si tu les considères vraiment comme tes ennemis, tu dois être impitoyable. Il y a une double fonction à cette page-là. Je vous explique la première et après je vous explique la deuxième. Il poursuit, oblige-les à baisser leur garde et ensuite tue-les. Sauf que devant les yeux en pleurs de Matsuri, la motivation de Konohamaru s'estompe net. Il ne peut pas être impitoyable comme le demandait Shikamaru. Il ne peut pas être impitoyable devant une Matsuri qui est en pleurs. Et surtout devant une Matsuri qui a su en fin de compte toucher son cœur. Surtout que cette dernière, se voyant mourir de la main de celui qu'elle aime, lâche un dernier « mon petit Konohamaru ». Ce petit Konohamaru viendra achever, mettre un terme définitif à la motivation de Konohamaru. Et en soi, quand on voit ça, on se dit « il est bête Konohamaru », mais en fait c'est tellement bien fait que même moi à la lecture, j'ai pas pu me dire « il est bête Konohamaru ». Même moi, je me suis mis à sa place et je me suis dit en fait, sa réaction elle est belle. Tout simplement, il y a qu'un mot, sa réaction est belle. Et les auteurs, le passage qu'ils viennent de nous faire là, est un passage vraiment banger. Tout simplement. Vous verrez quand ce sera adapté en anime, les potos, ça va être une masterclass. Et tout ce qui vient de se passer là avec Konohamaru et Matsuri, Jura l'analyse très bien. Il voit tout et il a tout compris. Et le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'il semble également avoir tout compris à ce sentiment qu'est l'amour et qu'il considérait encore comme un danger il y a encore quelques temps seulement et qu'il ne comprenait pas forcément. Ça en dit long sur son intelligence et comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, un antagoniste intelligent, c'est un antagoniste très dangereux. Donc Jura le résume très bien. Par amour, Matsuri a baissé sa garde, subissant alors une contre-attaque douloureuse et par amour, Konohamaru n'a pas pu aller au bout de son attaque, laissant ainsi filer la victoire. Et ça, c'est inquiétant les potos. Parce que quand un personnage dit ce genre de choses, en général, le personnage dont il parle, il fait pas de vieux os par la suite. Surtout qu'on voit après Matsuri en pleine tristesse sombre, on la voit énervée et en pleurs, elle vient de se faire trahir les potos. Donc je vous raconte pas dans quel état elle doit être. Et là, on le voit qu'elle attaque Konohamaru et qu'elle s'apprête à se venger. On voit les tentacules de Matsuri foncer sur Konohamaru et je vous le dis, ça sent pas bon pour Konohamaru. L'image qui suit juste après, on va en parler. Cette image où on voit Yodo se faire transpercer par la limaille de fer de Ryu, cette image qui suit directement la riposte de Matsuri avec ses tentacules, elle est là pour 2 raisons. Soit pour nous laisser deviner ce qui arrive au même moment à Konohamaru, c'est-à-dire exactement la même chose, se faire transpercer, soit pour nous induire en erreur et nous berner, tout simplement. Et la deuxième solution, elle est également possible, les potos. Et je vous explique pourquoi. Regardez de nouveau cette phrase de Shikamaru, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était super importante et que je vous en parlerai juste après. Et ben c'est maintenant que je vous en parle. Si tu les considères vraiment comme tes ennemis, ça veut dire dans son hésitation que Konohamaru a pu tout simplement penser qu'il ne considérait pas Matsuri comme une ennemie. Ça expliquerait pourquoi il n'a pas pu aller au bout de son attaque. On n'est donc pas à l'abri que dans le prochain chapitre, on apprenne que Matsuri, qui avait envoyé ses tentacules sur Konohamaru pour se venger, et imaginez que ce soit là l'occasion pour Matsuri de devenir une alliée.
Je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos. Honnêtement, ce petit passage avec le flashback de cette phrase de Shikamaru, c'est tellement subtil que ce que je viens de dire, pour moi, c'est une possibilité. Une possibilité infime, certes, mais une possibilité quand même. Mais honnêtement, je pense clairement, et je vous le dis depuis à peu près 5 chapitres, déjà les potos, je pense vraiment que Konohamaru va mourir, soit dans le chapitre 21, soit dans le chapitre 22. À moins, bien sûr, d'une intervention miracle de Kawaki ou de Boruto. Mais honnêtement, je vois plus Kawaki si quelqu'un doit intervenir. On retourne donc vers cette fameuse image où on voit Yodo se faire transpercer par la limaille de fer de Ryu. Bon, clairement, pour moi, les potos, il n'y a pas de doute. Étant donné ce qui se passe, étant donné les prochaines pages où on voit Yodo, l'état qu'elle est, les certaines émotions que les auteurs veulent nous faire ressortir du dialogue entre Yodo et Sarada, la tête de Yodo, aucun doute, pour moi, elle va mourir, Yodo, c'est sûr. Par contre, ce qu'elle dit à Sarada est super intéressant. Yodo, en plus d'avoir une ouïe super fine, une capacité exceptionnelle avec ses oreilles, semble également avoir une capacité d'écoute, mais de mots, je dirais, à l'intérieur des personnes. Comme si le corps lui-même parlait et que Yodo pouvait l'entendre. Elle comprend alors que Sarada a un énorme pouvoir que cette dernière s'empêchait d'utiliser, tout simplement parce qu'elle voulait l'utiliser pour protéger la personne qu'elle aime le plus, en l'occurrence Boruto. Yodo, là, elle dit alors à Sarada qu'elle la comprend et qu'elle peut justement utiliser ce pouvoir pour ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire protéger Boruto, et que là, elle pourrait l'utiliser maintenant. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle lui dit que là, la situation requiert d'utiliser son pouvoir, qu'elle se retient d'utiliser justement pour protéger Boruto, parce que la situation est là pour protéger Boruto. En gros, Ryu recherche Boruto pour tuer Boruto, déclenche ton pouvoir, tue Ryu, ça sera une façon de protéger Boruto justement. J'ai trouvé ce passage un petit peu complexe, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Si c'est pas ça que Yodo voulait dire, je me suis un petit peu creusé la tête, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Et pour cause, c'est que les paroles de Yodo résonnent en Sarada, on la voit, Sarada est complètement troublée. Et là les potos, le passage banger. On voit la limaille de fer de Ryu qui commence à s'évaporer du corps de Ryu, du corps de Mitsuki retenu prisonnier, du corps de Araya retenu prisonnier et du corps de Sarada aussi qui était retenu prisonnière par le bras. Et la limaille donc se détache, est aspirée et va dans un espèce de petit trou noir. Et personne parmi tous les personnages présents ne semble comprendre ce qui se passe. C'est alors qu'on voit les potos que Sarada, bien sûr, vous le savez, vient d'activer son Mangekyo Sharingan, Uchiha les potos, Uchiha. Et regardez cette image magnifique, sérieusement, regardez cette image magnifique. Et là, c'est la fin du chapitre les potos. Non, c'est la fin du chapitre. Pourquoi nous faire ça? Pourquoi nous faire souffrir comme ça? Faut attendre un mois maintenant. Faut attendre un mois pour voir Sarada avec son Mangekyo Sharingan. Mais ils savent nous faire monter une hype en nous. Reconnaissez quand même que vous êtes hypé et que vous attendez le chapitre 21 avec impatience comme moi, c'est obligatoire. Bon les potos, je sais que vous attendez que j'analyse le Mangekyo Sharingan de Sarada, ce qui se passe, ce fameux trou noir, le fait d'aspirer la limaille, etc., etc. Je sais que vous attendez ça. Vous allez avoir mon analyse, mais vous l'aurez pas dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vous prépare une vidéo spéciale Mangekyo Sharingan de Sarada. Parce que pour moi, le Mangekyo Sharingan de Sarada peut emmener sur plusieurs choses. J'ai déjà plusieurs idées dans ma tête, plusieurs théories, et je vous fais une vidéo uniquement sur ça. C'est pour ça que je vous en parle pas dans celle-là. Donc je vous le redis, abonnez-vous quand même. Revenons quand même à Ryu, parce que moi, il y a quand même une petite chose que je me suis demandé. La limaille de fer est aspirée dans l'espèce de trou noir grâce au Mangekyo Sharingan de Sarada. Ok, ça on a compris. Par contre, le corps de Ryu est entièrement fait de limaille. Comment ça se fait que le corps de Ryu ne soit pas entièrement aspiré dans le trou noir du Mangekyo Sharingan de Sarada? Plusieurs solutions, bien sûr. Soit parce que Sarada contrôle la limaille qu'elle veut envoyer. Si elle veut ne pas tout envoyer, elle n'envoie pas tout, en gros, dans l'espèce de trou noir. Soit parce que Ryu, tant qu'il n'a pas, lui, désagrégé son propre corps en limaille, Sarada ne peut pas l'envoyer. Les deux solutions semblent plausibles. Une autre question me vient à l'esprit. Quand Sarada active son Mangekyo Sharingan et que la limaille de fer de Ryu est aspirée dans le trou noir, est-ce que tout ceci est volontaire de la part de Sarada? Est-ce qu'elle a fait exprès d'aspirer la limaille? Est-ce que ceci est contrôlé de sa part? Toutes ces questions, j'y répondrai dans ma future vidéo dont je viens de vous parler, la future vidéo spéciale Mangekyo Sharingan de Sarada. Bon, en tout cas, une chose est sûre, je vous l'ai dit, c'est que comme moi, vous avez hâte de lire le chapitre 21, c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo analyse du chapitre 20 vous aura plu et que vous avez passé un très bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Comme d'habitude, les potos, je lis tous les commentaires et je répondrai à un maximum de vos commentaires. Je vous dis à très bientôt. Tchou!